Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur ce format que j'ai lancé tout début janvier avec un premier épisode qui, je pense, vous a assez plu. Un premier épisode qui a été consacré à la guerre des mondes. Ce format, c'est un format qui met à l'honneur des films un peu mal aimés, voire même des films qui sont juste fait défoncer par la critique. Et c'est des films qui, en fait, pour moi, ont vraiment bien marché. Et du coup, plusieurs fois, je me suis retrouvé seul contre tous, sans trop comprendre pourquoi tout le monde hurlait sur le film, alors que moi, j'avais qu'une envie, en fait, ce film, c'était de le défendre corps et âme, quoi. Voire même de hurler à tous ceux qui n'en voyaient pas toutes les qualités, qu'en fait ils ont juste rien compris, et qu'il faut un peu de nuance, que le film a aussi pas mal de réussites qu'on évoque pas assez souvent et qu'il est loin d'être raté. C'était le cas avec La Guerre des Mondes, qui pour moi est un grand monument du XXIe siècle. C'est aussi le cas avec l'un des exemples les plus marquants et les plus frappants d'un des plus gros tollés des blockbusters américains des années 2000-2010, j'ai nommé Spider-Man 3. La jeunesse de Spider-Man 3, on l'a évoqué plus d'une fois sur cette chaîne. À l'époque, c'est le film le plus cher de l'histoire. Il a un budget qui avoisine les 250 millions de dollars. Tout le monde l'attend, sa bande-annonce promet un spectacle ahurissant. Savoir que Sam Raimi est toujours à la barre après 2 opus hyper bien reçus par la critique et par le public, c'est quand même déjà assez prometteur. Et pourtant, derrière toutes ces belles promesses se cache une production intenable, une production marquée par 1000 divergences artistiques entre Sam Raimi et le producteur, Avi Arad, des divergences qui concernent notamment le personnage de Venom. Bon, alors on le sait, Sam Raimi, ce méchant à la base, il n'en voulait pas, il comptait pas du tout l'inclure dans sa trilogie, il le comprend pas trop, enfin du moins il le trouve assez inintéressant dans l'univers que lui a mis en place, mais par un caprice de producteur, il a dû, je résume vite fait, forcer son scénariste à l'inclure dans le projet un peu au dernier moment, et donc à changer toute l'intrigue initialement prévue. Le résultat, c'est que Spider-Man 3 va avoir droit à des critiques plus mitigées, plus violentes, j'ai envie de dire, et ça va être assez unanimement considéré comme étant une sacrée déception. Don't hurt me. Just give me a chance! What about my uncle? Did you give him a chance? Did you? Ok, mais alors, une fois qu'on a dit ça, les gars, on se rappelle que c'est assez impressionnant ce que Sam Raimi a réussi à faire avec de telles contraintes, et c'est assez impressionnant qu'il ait pu livrer un grand film humain, spectaculaire, maîtrisé, à la mise en scène virtuose que très peu de films de super-héros ont pu égaler. Aujourd'hui, Spider-Man 3, c'est 5,5 de moyenne sur Sens Critique, c'est-à-dire que c'est le film de Spider-Man le moins bien noté, juste devant The Amazing Spider-Man 2, et vraiment juste devant. Et oui, je vous entends venir, les gars, tous les films Spider-Man du MCU, ils ont au moins 6 de moyenne, donc ils sont considérés comme étant au-dessus du film de Sam Raimi dans l'inconscient collectif. Et ça, comment ça se fait? Déjà, le fait que Sam Raimi ait lui-même renié son film n'a pas beaucoup aidé à sa réhabilitation, plus le fait que des fans avaient des attentes énormes envers un méchant ultra populaire mais absolument pas désiré. C'est un peu comme si on avait dit à Matt Reeves pour Batman, en fait, on oublie l'homme mystère, en fait, on va te mettre le Joker à la place. Venom, il est aussi populaire que le Joker dans l'univers Spider-Man, il est ultra populaire ce méchant, donc les gens avaient des attentes que Sam Raimi ne comprenait pas forcément, et qu'en tout cas il n'a pas comblé, parce que c'était pas son projet, c'était pas son idée. Ça, et les mêmes qui tournent le film en dérision, notamment une certaine séquence que vous voyez tous, sur laquelle on va revenir, ne vous inquiétez pas, parce que cette séquence, pour moi, elle s'inscrit parfaitement dans le style de Sam Raimi, et juste, si on prend un peu de recul, Spider-Man 3, est-ce que c'est un ratage à ce point? Et les amis, je me suis repenché dessus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis repris une sacrée claque. Une claque de mise en scène. Ça, c'était évident. Moi, je me souvenais encore de ce climax ahurissant, de ces séquences qui surnagent, qui sont assez virtuoses, notamment, la création de l'homme sable, le premier duel fratricide entre Peter Parker et ce nouveau bouffon vert, un duel filmé par une caméra aérienne qui rappelle largement les duels qui, eux, sont ultra plébiscités entre Spider-Man et le Dr. Octopus. Si vous comparez la mise en scène de ces deux duels, elle est quand même très similaire.
je trouve même encore plus virtuose dans Spider-Man 3 en termes de découpage et de lisibilité. Et je trouve surtout que, notamment lors de sa dernière heure, mais Spider-Man 3 dévoile des enjeux hyper intéressants tout en rappelant à tout le monde que clairement en termes de mise en scène, de l'action et de l'épique, Sam Raimi, ça reste le patron quoi. It's hard to believe what's happening. The brutality of it. Les scènes d'action sont bien plus nombreuses que dans les précédents opus. Clairement, à ce niveau, c'est l'opus le plus généreux de la trilogie. Et je trouve que Sam Raimi semble extrêmement à l'aise. Peut-être que c'est les scènes d'action les mieux filmées de la saga dans Spider-Man 3. Je trouve qu'il y a une maîtrise assez dingue. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toutes ces scènes d'action portent en elles des nouveaux enjeux tragiques, en fait. Pour moi, tout passe par là. C'est pourquoi, en fait, toute l'action est importante. La caractérisation des personnages, le duel quasi mythologique entre un héros et son meilleur ami, son frère, entre un héros et son créateur, donc l'homme sable, entre un héros et lui-même. Mais en fait, tous ces enjeux, toute cette caractérisation, elle va passer par l'action. C'est un peu ce qu'un Mad Max Fury Road parvenait parfaitement à faire, et c'est ce que Raimi initie aussi là-dedans, en fait. Quand il réfléchit un peu, chaque scène d'action, chaque scène de baston, elle est un peu tragique dans Spider-Man 3. En tout cas, c'est clairement le film de la saga où ces scènes d'action portent le plus d'enjeux dramatiques et qu'elles font le plus évoluer les personnages. Aucune scène d'action n'est gratuite, en fait. Là, vraiment, chaque scène d'action fait avancer l'intrigue et la narration et surtout la caractérisation des personnages. En fait, c'est ça ce qui m'a marqué dans Spider-Man 3, c'est la façon dont Sam Raimi arrive à définir et à faire évoluer ses personnages dans l'action. What do you want from me? Remember Ben Parker? The old man you shot down in cold blood? What does it matter to you anyway? Et du coup, dès lors, moi je trouve que c'est quand même un peu compliqué de parler de mauvais scénarios quand on parle de Spider-Man 3, parce qu'un scénario, bon on le sait, on le répète assez sur cette chaîne, un scénario c'est pas juste une histoire et des dialogues. Un scénario c'est aussi l'écriture de l'action. C'est à l'écriture du scénario que Sam Raimi va penser à la façon dont le duel entre Harry et Peter va se dérouler, va penser à qui aura le dessus, quoi, comment, qui attaquera, qui se défendra, qui finira par implorer qui, quel rapport de force cette action va-t-elle emmener, quelles conséquences elle aura sur les personnages, bref. L'écriture du scénario est aussi l'écriture de l'action, et par l'écriture de l'action se définissent tous les personnages de Spider-Man 3. Alors voilà, pour moi, en termes de virtuosité de mise en scène, Spider-Man 3 est au-dessus, ok. Là où le bas blesse, on va quand même rester objectif, c'est peut-être au niveau du rythme. Oui, effectivement. L'introduction du personnage de Venom, qui est paradoxalement, si je veux être un peu taquin, toujours la meilleure interprétation de Venom au cinéma, honnêtement. Alors que Sam Raimi n'en voulait pas, mais l'introduction de ce personnage, elle va quand même rabattre un petit peu toutes les cartes. C'est une commande du studio, on le sait, et moi je pense Spider-Man 3 comme une espèce de vaste entreprise de piratage le temps de quelques séquences. Parce que Sam Raimi va s'amuser à pirater la commande du studio en jouant sur des espèces de petits breaks de tonalité. Par exemple, je trouve que la fameuse scène de danse où Peter Parker fait le beauf dans la rue, elle a complètement sa place dans Spider-Man 3. Elle colle pas mal à l'approche de Sam Raimi qui a toujours, si vous regardez tous ses films, concilié et mis en relation un espèce de traitement hyper sérieux et hyper approfondi de ses thématiques avec une esthétique un peu volontairement ringarde et second degré. Il y a complètement ça dans cette séquence. Et il y a des séquences pareilles dans les 2 premiers Spider-Man de Raimi. Et bon, disons que vous supportez absolument pas le Peter Parker émo qui sert un peu de contrepoint humoristique à l'enjeu très dramatique du récit. Allez, on va dire que je comprends. Si vraiment vous êtes dérangé par ces scènes, ce qui n'est absolument pas mon cas, je vous ai expliqué pourquoi, elles doivent pas non plus vous faire oublier la finesse d'écriture d'un film qui est quand même beaucoup moins neuneux que énormément de productions du genre, surtout au niveau de traitement des thématiques. Et pour moi, il y a un personnage qui synthétise complètement tout ça, c'est l'homme sable. On parle souvent de la scène introductive de l'homme sable, là où il est créé, qui est, clairement une scène assez magnifique, qui représente parfaitement l'envie de Sam Raimi de créer des méchants qui ne soient pas juste des méchants, mais qui soient des hommes qui subissent, qui sont même parfois de vraies figures tragiques, et c'est le cas de l'homme sable, C'est le cas de ce père, séparé de sa fille, rongé par la culpabilité d'un meurtre dont il paye les conséquences, et qui ne cherche en fait
que le pardon, quoi. Et oui, alors effectivement, ouais, on parle beaucoup de l'introduction de ce perso. Moi, ce que j'ai préféré, c'est sa scène finale, en fait. La clôture de l'arc narratif de l'homme sable, qui répond au cliché très manichéen, très Hollywood, du fait qu'en fait, la seule façon de buter un méchant, ce soit de le combattre. Dans Spider-Man 3, c'est pas le cas. Le combat, il aurait pu continuer pendant des heures, mais Peter Parker prend le parti de pardonner. Et la force émotionnelle du pardon accordé par Peter au meurtrier de son oncle, c'est une sorte d'anomalie dans le système hollywoodien où tout est très binaire, où les méchants sont très méchants, les gentils très gentils. Le pardon, ça n'a pas vraiment sa place en fait dans les grands films de super-héros hollywoodiens. Le dialogue, la compréhension de l'autre, la compréhension de ses enjeux, la compréhension de ses problématiques, tout ça, ça n'existe pas dans les films de super-héros modernes et ça existe dans Spider-Man 3 et c'est sans doute ce qui rend ce film, pourtant une gigantesque machine hollywoodienne, si humaine en fait. C'est ce qui rend le film si humain pour moi. Ce pardon final, ces êtres humains qui trouvent ensemble une résolution pour avancer, bien loin d'une simple baston gratuite et un peu débile, c'est le supplément d'âme et d'humanité qui manque cruellement à la majorité des blockbusters hollywoodiens modernes. I forgive you. Et c'est ça que j'aime en quelque sorte. Spider-Man 3, il reste à son échelle. Même si c'est un film qui a coûté extrêmement cher, même si c'était un film qui était vendu comme étant extrêmement over the top, il se concentre juste sur ses héros, jusque dans son climax en fait, où il y a l'affrontement Bouffon Vert, Venom, Homme Sable, Spider-Man, un climax assez gigantesque. Pourtant dans ce climax, il n'y a pas d'enjeu de destruction du monde, etc. C'est juste des hommes qui s'affrontent, des êtres humains perfectibles, un père blessé, un adolescent aveuglé par la vengeance, un frère qui décide de se réallier à son meilleur ami. Clairement, ça crée juste une situation à échelle humaine. Ça se passe juste dans un quartier de New York. On n'est pas sur une menace mondiale. On est sur des êtres humains qui tentent de résoudre leurs problèmes. Et vous voyez, ça c'est rare, hein. C'est rare dans un blockbuster à 300 millions de dollars. Une scène d'action qui met en scène des hommes extraordinaires cherchant à résoudre des problèmes ordinaires. Et du coup, voilà, pour moi, là où Spider-Man achève d'être très très fort, c'est je trouve, par son jusqu'au boutisme dans l'émotion, dans l'intime, dans la caractérisation. Un film où les personnages ont tous des émotions exacerbées, que ce soit Eddie, que ce soit Harry, que ce soit Mary Jane, que ce soit Peter, ce qui donne peut-être un ton certes plus adolescent, plus à fleur de peau, mais qui témoigne aussi d'un amour vraiment sincère et profond pour ces personnages, quoi. Et j'avoue, je suis d'accord avec vous, parfois c'est pas toujours subtil. Sam Raimi, c'est pas un cinéma subtil de toute façon, et oui, parfois on a envie de secouer James Franco, on a envie de gifler Tobey Maguire, mais c'est quand même un film qui passe par des sacrés évolutions de la caractérisation des persos. Spider-Man 3 pousse vraiment le curseur à fond en fait, allant jusqu'à montrer son héros gifler Mary Jane quand même, hein. Il va vraiment à fond dans la destruction de son personnage principal et de son héros. Alors oui, Sam Raimi il s'amuse à faire du dark Peter Parker, une sorte de doigt d'honneur au studio. Oui, il va camoufler tous les enjeux derrière une sorte d'apparente bêtise et niaiserie. C'est ce qu'il fait, très souvent. Mais je trouve que par Venom, qui est quand même un ordre du studio qui ne l'intéresse pas, il trouve quand même le moyen d'explorer la face cachée d'un héros avec lequel on a grandi, qu'on n'a pas envie de voir dans cet état. On n'a pas envie de voir Peter Parker aussi violent, aussi ridicule, aussi petit en fait. Et c'est ce qui rend en fait ces séquences peut-être difficiles à voir aujourd'hui. On a grandi avec ce personnage. Voir cette espèce de petit reflet de nous quand on avait 14 ans et qu'on se mettait la mèche noire au lycée en se sentant trop dark, mais ça nous énerve, ça nous horripile. Mais du coup, ça renforce aussi l'attachement que j'ai à ce personnage. Moi vraiment, les séquences Dark Peter Parker ne me gênent pas, je les trouve même assez malines en fait. Is everything okay here, Paul? Yeah. Everything okay here, Paul? Take him out of here. Let's go, sir. Take your hand off of me. Now. Okay. Alors voilà, oui, d'accord, il manque le génie d'un Danny Elfman qui est difficilement remplacé par un Christopher Young bien en dessous. Il manque peut-être la fluidité narrative quasi parfaite du Spider-Man 2 qui reste peut-être inatteignable, mais voilà, pour moi, suffit de voir ce qui se fait après, mais même en fait, Spider-Man 3, il a même pas besoin d'être comparé aux autres films du MCU, ni même des autres films de super-héros pour être réhabilité. Il suffit de voir les scènes dans lesquelles Tante May donne son alliance à Peter Parker, il suffit de voir la manière dont Sam Raimi filme le duel entre Harry Osborn et Peter pour voir à quel point il a tout compris à ses personnages, tout compris à son récit, tout compris à ses enjeux, jusqu'à ce climax qui a l'intelligence de ne pas être over the top, de ne
pas t'inventer une espèce de menace terroriste mondiale, mais de rester juste dans un petit quartier de New York, à échelle humaine, chose que beaucoup de blockbusters à 300 millions de dollars devraient faire un peu plus souvent. Spider-Man 3, pour moi, c'est une conclusion très intelligente. C'est une conclusion où même les défauts qui sortent d'une volonté de production arrivent à être piratés, détournés et presque transformés en force par Sam Raimi. Et c'est avant tout le point d'orgue d'une trilogie profondément humaine, imparfaite mais terriblement inventive, où chaque séquence est une leçon de mise en scène.